Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présent à cette conférence sur les impacts, sur les conséquences du digital sur la relation collaborateur. Je suis Antoine de Couessin, je suis responsable du programme Digital RH au sein du cabinet d'études et de conseil Marquès. Alors pour faire simple et concis, Marquès est un cabinet qui s'est focalisé sur le marché français, qui s'est focalisé sur toutes les problématiques digitales, parmi lesquelles les questions liées aux ressources humaines. Alors depuis quelques années, on a vu une tendance de fond, une problématique qui s'est affirmée avec l'épidémie de coronavirus. C'est l'obligation pour les entreprises, quelle que soit leur taille, quel que soit leur secteur d'activité, de recréer du lien avec leurs équipes, de recréer une forme de relation de confiance avec leurs collaborateurs, relation qui a été un petit peu cassée, un petit peu dégradée ces dernières années. Tout ça dans l'optique d'optimiser l'intégration du collaborateur, d'optimiser son rendement, son efficacité et in fine le résultat total de l'entreprise. Alors pour que ça marche, pour qu'une relation collaborateur fonctionne, il faut qu'il y ait deux éléments. La première, c'est que les entreprises doivent connaître davantage leurs collaborateurs. Aujourd'hui, elles ne les connaissent pas assez. C'est une des causes, une des raisons de la détérioration de la relation de confiance entre les entreprises et les collaborateurs. C'est aussi tout l'intérêt des outils analytiques qui permettent aux fonctions RH de faire remonter des données pertinentes, des données profondes sur les collaborateurs qui vont servir à mettre en place cette relation de confiance entre l'entreprise et leurs collaborateurs. Et puis la deuxième chose, c'est qu'elle doit bien comprendre les nouvelles exigences des collaborateurs qui sont bien différentes de celles des générations précédentes. Aujourd'hui, on va évoquer les questions sociétales, les questions environnementales. On va poser la question du poids, de la responsabilité du collaborateur dans l'entreprise. Aujourd'hui, 82% des responsables RH consultés par Marquès soulèvent le sujet. On va parler aussi de bien-être collaborateur. Aujourd'hui, 62% des responsables RH pensent qu'il est important de simplifier le quotidien du collaborateur pour que ça marche. On va parler d'optimisation du temps de travail, d'un meilleur équilibre entre vie privée et vie professionnelle. On va parler aussi de la nécessité des entreprises à donner la possibilité aux collaborateurs de pouvoir avoir accès aux nouveaux modes de travail, parmi lesquels le télétravail. Et puis enfin, et je pense que ça serait une erreur de ne pas l'évoquer, c'est la nécessité et l'exigence des collaborateurs aujourd'hui d'accéder à la totalité de leurs données professionnelles et personnelles par l'intermédiaire notamment d'outils de Digital Workplace. Alors pour parvenir à ces fins, pour parvenir à ces objectifs, l'entreprise va mettre en place des schémas, des dispositifs digitaux qui sont souvent calqués sur ceux du marketing plus traditionnel et qui vont permettre progressivement de mettre en place cette nouvelle relation de confiance entre les collaborateurs et leur entreprise. Alors moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, donc je pourrais en parler des semaines. Je vais essayer de faire plus court et plus condensé. Je vais m'appuyer sur 4 thèmes. Le premier, c'est la relation collaborateur et le marketing RH. J'entends par marketing RH tous les dispositifs digitaux, tous les éléments qui vont permettre progressivement aux fonctions RH de mettre en place cette nouvelle relation de confiance. Ensuite, on va évoquer un point sur le poids de la data, de la donnée dans la relation collaborateur. Une troisième partie avec l'efficience, le but de la relation collaborateur. Et enfin, un quatrième point qui me paraît déterminant au vu du contexte que nous traversons aujourd'hui, c'est les conséquences du Covid-19 sur la relation collaborateur. Alors pour participer avec moi à cette conférence, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir aujourd'hui plusieurs personnes de qualité. Véronique Montana, qui est directrice marketing et communication de Sopra HR. Sera aussi avec nous Jacques-Olivier
de May, qui est account manager chez CGDIM SRH. Béatrice Piquet, que je remercie, qui a eu du mal à venir et à qui je tire mon chapeau pour finalement avoir fait le déplacement, qui est directrice marketing de Talentia. Et enfin, Geoffroy de Lestrange, que je ne présente plus, dont j'ai regardé tous les webinaires durant le confinement, qui est directeur marketing et communication chez Cornerstone. Donc je vais donc laisser la parole à Véronique pour le premier thème, qui est la relation collaborateur vis-à-vis du marketing RH. Merci beaucoup Antoine. Je vais me lever peut-être pour voir un peu tout le monde. Déjà, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus physiquement dans ce salon. Ça fait du bien de se voir, de sortir de ce confinement et de parler des sujets qui nous intéressent tous, c'est-à-dire du monde professionnel qui se transforme. Alors, je vais faire mon propos sur l'expérience collaborateur, c'est le sujet. Et avant tout, je vais vous poser une question. Vous connaissez le yin et le yang? Vous savez l'équilibre qu'il faut avoir entre ces deux forces en fait, qui s'opposent, mais qui s'attirent aussi, qui sont complémentaires. Eh bien, pour l'expérience collaborateur, c'est la même chose. Il y a une expérience collaborateur côté yin et une côté yang. Je m'explique. L'expérience collaborateur côté yin, en fait, c'est ce qui va faire appel à vos sentiments, vos sensations, votre cœur, les relations avec les autres. Et ça, dans une entreprise, qu'est-ce que c'est? C'est la bienveillance d'un manager, c'est l'attention que vous porte un collègue, un collaborateur, c'est la RH qui vous comprend, qui vous propose un parcours de carrière individualisé. Eh bien, tout ce qui fait finalement le vivre ensemble, les ressentis, c'est très important dans l'expérience collaborateur. Et le côté yang de l'expérience collaborateur, eh bien, ce sont les solutions digitales. C'est la technologie qui va permettre de véhiculer et d'aider la DRH à rentrer en contact avec les collaborateurs pour leur proposer des services RH, des portails sur votre téléphone portable, un certain nombre de dispositifs qui vont permettre à la DRH d'être plus en proximité de vous, plus à votre écoute. Et finalement, la DRH va se faire aider par ces technologies pour augmenter sa présence auprès de vous et connaître mieux chacun d'entre vous dans une entreprise. Et c'est ça la transformation qui est en cours aujourd'hui, c'est l'aide des technologies que la DRH va progressivement utiliser et déployer dans les entreprises. Donc quand on parle d'expérience collaborateur côté Yang, c'est-à-dire les solutions, et c'est ce qu'on va débattre et ce qu'on va vous présenter aujourd'hui dans cette conférence, eh bien aujourd'hui, le collaborateur, il attend de ces technologies une proximité, quelque chose de très simple. Comme on a l'habitude sur nos smartphones, dans notre vie personnelle, finalement de consommer des services, eh bien, chaque collaborateur va attendre que l'entreprise connaisse chacun d'entre nous ses propres aspirations. Par exemple, propose des formations qui nous sont propres, qui sont adaptées par rapport à notre parcours professionnel, mais qui propose aussi d'accéder à notre dossier numérique, par exemple au coffre-fort digital, au bulletin de salaire, etc. Un certain nombre de services qui sont proposés maintenant directement sur ces applicatifs. Eh bien, c'est de ça dont on parle, un système d'information ouvert 24/24, accessible, simple, intuitif, nomade, et qui doit maintenant être aujourd'hui proposé par toutes les entreprises parce que c'est dans l'air du temps et c'est la marque employeur de votre entreprise qui est véhiculée à travers ces technologies. Donc, deuxième sujet, bien entendu, ces systèmes d'information vont vous aider à être, vous, plus productif au niveau de la RH. Vous allez utiliser ces solutions pour capter de la donnée, faire des renseignements, des éléments qui changent dans la vie de chaque collaborateur. Mais c'est aussi maintenant l'usage que l'on en fait pour pouvoir véhiculer le sens de la relation au travail, la responsabilité sociétale, la qualité de vie au travail, où là on arrive sur un autre domaine de la relation au collaborateur qui va plus toucher l'individu, les sentiments, les sensations, la raison d'être de l'entreprise. Et c'est là vraiment le nouveau sujet que l'on travaille aujourd'hui sur nos solutions pour pouvoir travailler à notre lien et notre relation de confiance avec les collaborateurs. Voilà pour cette première partie, Antoine. Merci Véronique. Jacques-Olivier, je vais te donner la parole pour la suite. Merci, bonjour. Alors je vais essayer un petit peu d'illustrer au travers d'exemples de ce qu'on a mis en place avec certains de nos clients. On a travaillé assez récemment sur un projet de onboarding qui s'inscrit complètement dans
cette digitalisation, dans cette relation rapprochée qu'on peut avoir avec un collaborateur. Donc il s'agit ici pour nous, on a travaillé avec nos clients, on va avoir intégré une équipe justement de ce qu'on appelle UX Design, ce sont des designers qui sont spécialisés dans l'expérience collaborateur et qui vont avoir défini justement ce que Véronique vient d'expliquer, des outils qui sont faciles, simples, agréables. On a effectivement face à nous une génération qui est très, d'ailleurs qui est nativement digitale et qui ne comprend pas d'ailleurs de devoir décrocher son téléphone pour demander des choses. Moi j'ai un ado, il refuse de parler autrement qu'avec son téléphone. Donc là sur la partie onboarding, ce qu'on a fait, alors du coup peut-être basculer si tu veux sur le sujet suivant. On a évidemment mis en place, alors du coup on a travaillé avec des clients qui sont plutôt dans le secteur du retail, qui ont cet intérêt avec nous de gagner en productivité, parce qu'un des sujets aussi c'est qu'il faut trouver du ROI sur ces solutions-là. Donc là le ROI il y va sur, on va mettre à disposition du collaborateur un certain nombre de tâches, pas forcément à grande valeur ajoutée, qui étaient faites avant par les services RH, à savoir je vais renseigner les informations de mon dossier. L'avantage qu'on a, et là on a mis une petite copie d'écran sur les petites infographies, c'est qu'en fait au travers de ce parcours, vous avez votre futur collaborateur qui va globalement, un petit peu comme quand vous commandez alors sur des applications type Uber Eats, le plat est en cours de préparation, donc votre contrat est en cours de rédaction, votre contrat a été envoyé, vous y ajoutez tous les sujets digitaux, signature électronique, mais à tout moment, votre collaborateur est intégré, connecté à vous, et c'est effectivement comment ça se passe. Vous y rajoutez le fait de savoir, alors pas le nom du livreur, mais le nom de son manager, les contacts, et vous vous retrouvez effectivement avec une application qui va être effectivement très proche de lui. Deuxième enjeu aussi pour nous en tant qu'éditeur, et c'est peut-être le plus difficile, c'est qu'on essaye de ne pas produire des solutions complètement spécifiques, parce qu'on va parler de maintenance. Donc il s'agissait de fournir une solution le plus standard possible, mais qui, à la fin, vous ressemble. Donc c'est ce qu'on a aussi fait. Alors je ne vais pas faire de promo, mais c'est aussi dans l'idée. Donc du coup, la marque employeur, aujourd'hui, on essaye de la faire au travers de ça, et ce qui fait que derrière, vous pouvez rajouter vos couleurs, vos logos. On s'inspire globalement de vos sites internet de façon à ce que votre futur collaborateur, finalement, tout de suite, il se trouve embarqué en disant j'ai intégré ma nouvelle société. Et puis c'est sympa parce que globalement, je sais exactement où j'en suis. Donc du coup, voilà, vous rajoutez des vidéos, vous rajoutez beaucoup de choses. Donc on est plutôt sur ces sujets-là. Alors voilà, les bénéfices, je vous parlais de ROI, évidemment, derrière. On associe ça à un ROI parce qu'il faut, au travers de vos opérationnels, qu'ils y voient un intérêt sur cette nouvelle façon de faire. Et puis, alors, je vais essayer de pas trop empiéter sur ce qu'on va voir tout à l'heure, mais Véronique nous les décrira. Mais on a intégré beaucoup de sujets d'intelligence, mais ça, je fais un petit teasing sur tout à l'heure, parce qu'on va en parler après. Merci Jacques-Olivier. Béatrice, je vais te laisser la parole pour le deuxième thème, qui est le poids de la data dans la relation collaborateur. Est-ce que vous l'entendez ou pas du tout ? Par principe de sécurité, je préfère garder le masque, on ne sait jamais. Donc là, on est sur le sujet de la data. Ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, dans les entreprises, on a beaucoup travaillé. Alors moi, je suis directrice marketing en plus, donc je suis bien placée pour le dire. On a beaucoup travaillé sur la data marketing, connaître ses clients, connaître les parcours d'achat, les besoins en termes d'expérience client et autres. Et en fait, on voit que toutes ces techniques de marketing sont en train d'être déportées sur le collaborateur et sur la RH. Pourquoi ? Parce qu'il y a de plus en plus de pénuries de gestion des talents, qu'on a vachement plus de mal à recruter et que derrière, il faut qu'on puisse maximiser sur l'engagement des collaborateurs et il faut qu'on puisse connaître en fait les faiblesses de la fonction RH au sein de l'organisation pour pouvoir s'améliorer. Et en fait, tout ça, ça ne peut se faire que si on a une base de données fiable qui nous permette de maîtriser des données basiques sur la paye ou sur l'administration du collaborateur. Est-ce que j'ai une population vieillissante ou non ? Quel est le mix entre hommes-femmes, donc l'égalité homme-femme qui est aujourd'hui une donnée légale, le bilan social, donc qui sont toutes ces données légales que vous devez mettre en place, mais également toutes les autres données pour comprendre qui compose votre organisation et quelles sont les attentes des collaborateurs. Et en fait, tout ce référentiel de la data est essentiel pour la DRH pour pouvoir mettre en place, si
Tu peux passer sur le... Non, juste avant. Pour mettre en place des services personnalisés. En fait, j'étais ce matin avec un certain nombre de DRH d'entreprises de taille intermédiaire. Tous nous disent qu'effectivement, on s'oriente davantage vers des nouveaux services du type mentoring, du type reverse mentoring, du type digitalisation de la relation collaborateur, le collaboratif. Comment je m'assure que je peux identifier mes talents. Donc, je peux avoir l'identification des talents de la part du manager sur les hard skills. Donc, ça, c'est à peu près maîtrisé. Par contre, derrière, quels sont les soft skills que j'ai au sein de mon équipe? Sur quels collaborateurs je peux m'appuyer pour faire grandir l'entreprise? Et comment je peux m'appuyer sur les autres collaborateurs pour, en fait, in fine, noter les collaborateurs, reconnaître des initiatives et faire en sorte que tous ces nouveaux services permettent d'identifier les talents et permettent in fine de fournir des nouveaux services aux collaborateurs pour les accompagner au mieux. Parce qu'en fait, il y a deux objets dans la maîtrise de la data. C'est un, maîtriser qui j'ai dans ma population au sein de mon entreprise. C'est deux, quelles sont les faiblesses de mon organisation pour pouvoir accompagner le futur et la croissance de l'entreprise. 3, qui est engagé, qui est désengagé. Et 4, comment je peux maximiser l'engagement des collaborateurs existants et comment je peux, in fine, augmenter la productivité de l'entreprise. Et en fait, tout ça, ça ne peut se faire que par de la donnée maîtrisée. Et on sait que les DRH, en fait, utilisent beaucoup de systèmes d'information. Donc, le vrai enjeu pour vous, c'est d'identifier quels sont les objectifs de la RH au sein de votre entreprise. Est-ce que c'est des enjeux d'accompagnement de la transformation? Est-ce que ce sont des enjeux de vieillissement de la population? Est-ce que ce sont des enjeux d'engagement et autres? Et donc, pour pouvoir maîtriser ces faiblesses, il faut de la donnée. Et pour pouvoir mettre en place des solutions, il faut pouvoir s'appuyer sur cette donnée pour pouvoir définir des plans d'action. Et en fait, derrière la donnée, c'est virtueux parce que une fois que la donnée est maîtrisée, je peux mettre en place les plans d'action, la formation, l'accompagnement des collaborateurs, les outils digitaux qui vont bien. Pourquoi? Pour développer l'engagement, pour développer la productivité et l'excellence des collaborateurs. Et puis, développer les plans de carrière. Et puis, bien sûr, aussi, il y a un autre élément dont on n'a pas parlé. Au travers du bilan social, mais aussi pendant la crise Covid, on a vu que tout le monde n'était pas apte à faire du télétravail et que derrière, c'est un bilan personnalisé, c'est un accompagnement personnalisé pour identifier les personnes à risque ou les personnes qui ont besoin d'un accompagnement spécifique pour être plus efficaces. Et en fait, toute cette donnée, c'est exactement comme dans le marketing, c'est savoir à quelle population vous vous adressez et savoir quelles sont vos problématiques pour pouvoir apporter des vraies réponses personnalisées et contextualisées. Voilà. Merci Béatrice. Geoffroy, je vais te donner la parole pour compléter ce point-là. Alors, est-ce que vous m'entendez à peu près? Je suis un peu enrhumé. C'est pas le Covid, mais je garde le masque au cas où. Même au fond, ça va? Ok, super. Bien. Oui, alors sur le sujet de la donnée, il y a énormément à dire. Je suis tout à fait d'accord sur le parallèle fait avec le marketing. Et je dirais il était temps que la RH ait enfin des outils qui soient un peu au niveau pour utiliser la donnée. La vraie question, c'est pourquoi faire finalement? Quelle utilisation concrète et pour l'entreprise et pour le collaborateur. Donc il y a un peu cette idée d'équilibre en fait entre le côté business, gestion des talents et le côté du collaborateur, plutôt côté expérience talent. Pour nous, notamment avec le rachat de Clustery en janvier dernier, le focus a été en 2020 vraiment sur le sujet de la gestion des compétences, qui est un point de rencontre entre les besoins de l'entreprise et le point de vue du collaborateur, bien entendu. Donc, c'est ce que vous voyez à l'écran. Là, d'ailleurs, c'est disponible. Là, ça y est, depuis le mois d'août. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a intégré le référentiel de compétences de Clustery, qui avait 50 000 entrées, sans compter les synonymes, en plusieurs langues, qui bénéficie en fait d'une mise à jour automatique grâce aux utilisateurs en fait, de Cornerstone. Donc c'est là où les 3 V du Big Data sont intéressants. Le volume, donc on a plus de 70 millions d'utilisateurs, donc on a évidemment le volume.
la vélocité, c'est-à-dire la vitesse à laquelle ces données sont mises à jour et rafraîchies, et la variété, donc le fait d'avoir des données différentes qui permettent en fait d'être croisées et d'enrichir l'information. Du point de vue du collaborateur, en fait, l'idée, c'est de dire, le système va analyser les compétences, va, entre guillemets, les deviner en fonction des informations dont il dispose. Si l'outil est vide, on n'a qu'un titre, un intitulé de fonction. Donc déjà, à partir de cet intitulé de fonction, on peut deviner un certain nombre de compétences qui, normalement, sont associées à ce type de fonction. Et après, le collaborateur va pouvoir préciser, affiner, enlever des choses. S'il a changé de poste et qu'il ne veut plus développer des compétences qui ne sont plus utiles dans son nouveau poste, il peut l'enlever aussi. Et ça, tout ça va permettre de mettre à jour le référentiel au sens large, mais aussi l'information du collaborateur. Et il y a aussi les infos sur ce qu'il veut faire. Donc, quel est le nouveau poste auquel je souhaite postuler, ou les compétences pour mon poste actuel que je souhaite renforcer, en fonction du feedback que vont me donner mes collègues, que va me donner mon manager, en fonction des formations que j'ai suivies. Et l'idée, c'est de boucler en fait ce cercle vertueux par justement la formation. Donc vous imaginez le collaborateur au centre du cercle, et puis vous avez les éléments autour du poste, autour des compétences et autour des formations. Et on va pouvoir en fait avoir cette idée de renforcement continu des compétences des collaborateurs au poste qu'il a ou qu'il veut avoir, et avec les formations disponibles. Voilà, c'est un peu cette idée-là, tout ça s'appuyant sur des algorithmes prédictifs et du big data. Mais ça, c'est transparent pour l'utilisateur et pour le côté RH, parce que finalement, ce qui se passe dans la cuisine, ça ne vous intéresse pas, l'essentiel, c'est que ça fonctionne. Mais voilà, ça y est, ça fonctionne, c'est disponible depuis le mois d'août. Donc c'est l'intérêt en fait de la data, et on a pas mal d'années de R&D là-dessus, c'est que ça ne sera adopté par vous et l'utilisateur final que s'il y a un intérêt concret et visible immédiatement. Et le gros problème qu'on a dans les plateformes RH, c'est que les collaborateurs n'ont pas super envie d'y aller. Hein, soyons clairs, pourquoi faire encore une formation, c'est de la conformité, ça me saoule, etc. Bon, vous voyez ce que je veux dire. Mais avec ce genre d'outils où on peut vraiment personnaliser finalement l'information, en faisant le lien avec ses propres souhaits de développement de carrière, eh ben, on peut renforcer cet intérêt-là. Et pour ce qui est des formations, on va pouvoir aussi intégrer le savoir-faire des collaborateurs par les notions de partage des compétences, par les notions de partage de contenu, de playlists, etc. Voilà. Merci Geoffroy. On va passer à la quatrième et avant-dernier thème de cette conférence, qui est la finalité, le but de la relation collaborateur. Véronique, du coup, je te redonne la parole. Oui, donc il y a un sujet dont on pourrait parler, notamment suite aux derniers mois que nous avons vécu, c'est-à-dire en fait des collaborateurs qui appartiennent à une entreprise, mais qui sont chez eux en télétravail. Alors la question qui se pose, c'est finalement comment l'entreprise s'adresse à eux et quelle est la vitrine, quelle est la vision de l'entreprise qu'on propose à chaque collaborateur. Et donc là, on va parler de Digital Workplace, qui est en fait l'espace de travail, mais virtuel. Et donc aujourd'hui, on voit bien qu'il y a deux espaces de travail. Il y a l'espace de travail physique et l'espace de travail virtuel. Et donc la question qui se pose aujourd'hui à toutes les DRH et à toutes les directions générales, c'est finalement comment installer la marque de l'entreprise de façon durable dans une organisation du travail qui va sûrement s'installer, c'est-à-dire de plus en plus un collectif d'hommes et de femmes qui sont en organisation hybride, c'est-à-dire à la fois chez eux, à la fois au travail au bureau, dans des zones de tiers-lieux, etc. Donc comment animer un collectif d'hommes et de femmes qui se sentent appartenir à ce collectif, qui ont compris la raison d'être de l'entreprise et le sens qu'ils ont dans leur travail au quotidien, alors qu'ils ont une interface virtuelle qui est en fait leur entreprise. Donc là, la question qui se pose, c'est comment la DRH, dans cette Digital Workplace, qui est une Digital Workplace d'entreprise, où est la place de la DRH dans cette communication sur la Digital Workplace? Et là, la DRH a quelque chose à défendre au niveau de son entreprise.
Il y a la direction des communications qui vont vouloir montrer l'entreprise dans toutes ses bonnes réussites, tous ses succès, les succès business, etc. Donc la direction de la communication, bien sûr, elle a sa place dans une digital workplace. L'IT aussi, comment connecter, comment utiliser des outils, comment travailler sur des applications collaboratives, etc. Mais la DRH, aujourd'hui, elle doit défendre une place importante dans la digital workplace. Et je pense que c'est un défi que vous avez aujourd'hui de pouvoir expliquer à vos directions générales qu'un collaborateur, au quotidien, il a besoin d'échanger avec des services RH. On en a décrit un certain nombre, il y en a de nouveaux qui vont apparaître. Eh bien, c'est un espace de communication permanent, continu, un fil de communication qu'une digital workplace doit présenter à ses collaborateurs. Et là, la DRH, elle a une grande part à jouer. Vous savez que le premier processus demandé en ligne par des collaborateurs, c'est lequel? C'est un processus RH, c'est la demande de congé. C'est la première question qu'un collaborateur a envie de poser à son entreprise. Donc on voit bien qu'on est dans le domaine des RH. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi ticket restaurant, il y a aussi tout un tas de... Bon, aujourd'hui, il y a beaucoup d'initiatives qui se font autour de la RSE, responsabilité sociétale, le mécénat de compétences, le don de congés solidaires, etc. Ce sont des nouveaux services qu'une DRH doit pouvoir présenter de façon visible sur une digital workplace. Donc n'hésitez pas à voir aussi sur ce salon, il y a toute une partie digital workplace. Je pense que c'est une nouvelle mission et c'est un nouveau domaine de compétences que les DRH doivent développer. Et puis, il y a le lieu de travail maintenant physique. Le lieu de travail physique, vous le savez bien, il va évoluer, il va se transformer. Pourquoi faire venir des collaborateurs dans un lieu de travail physique pour les enfermer chacun dans leur bureau? Ça ne sera plus possible. Le monde d'avant ne va plus exister. On est en train de se transformer. Il y a des questions profondes sur finalement le sens de ce collectif. Pourquoi rassembler tous ces individus dans une même tour à la Défense ou dans un même lieu physique? Donc il y a cette question qui se pose effectivement avec toutes les négociations qui vont avoir lieu sur le télétravail. Et finalement, la question qui va se poser, c'est pourquoi on a besoin d'être tous ensemble? C'est pour échanger. Et donc sûrement, les lieux de travail physiques vont sûrement abriter des lieux d'échange et des lieux de convivialité. Donc ils sont en train de se transformer aussi. Voilà. Merci Véronique. Jacques-Olivier, je vais te laisser reprendre le propos. Pardon, oui, je vais reprendre le propos là sur le slide. Je vais essayer de continuer sur l'exemple de tout à l'heure et puis j'en ai un deuxième à vous donner pour un petit peu vous matérialiser là tout ce qu'on vient de se dire. Je reviens là sur la partie onboarding tout à l'heure. Je voulais juste ajouter ce qui était intéressant, c'est que ces outils, on parlait de big data tout à l'heure, on parle de robots, de chatbots, ils vont nous servir aussi là-dessus. Clairement, aujourd'hui, vous êtes sur un processus de recrutement type onboarding. Les données, le temps de réaction, le temps de connexion, entre le moment où vous avez envoyé votre mail, votre collaborateur s'est connecté, c'est de l'information pour vous, à savoir si globalement il est intéressé ou pas. Je vois dans la salle des gens qui recrutent, enfin j'en connais, pardon, qui ont énormément de volume et qui du coup ont du mal à conserver un certain nombre de collaborateurs. Ça, c'est une indication concrète sur la partie big data. La même chose sur les robots. Alors, ils vont gagner au fil des ans en intelligence, mais aussi c'est des choses qui permettent de décharger sur des questions du quotidien et qui répondent clairement aux besoins de cette génération qui préfère globalement poser les questions à un chatbot ou de lui parler, parce que c'est assez facile aussi. Et ça vous permet, vous, en tout cas de travailler avec vous, d'intégrer ça. Deuxième sujet, là, on parlait aussi de télétravail. Et on travaille, nous, beaucoup ces jours-ci. Et effectivement, on a déjà commencé à communiquer, puisqu'Agnès l'a fait. On met à disposition de nos clients un outil où on va mélanger clairement aujourd'hui la notion de télétravail avec la notion de présence ou d'optimisation des locaux. On en parlait. Là, on est dans une période transitoire en ce moment. Alors, je ne veux pas empiéter sur le sujet suivant. Mais en ce moment, le besoin, il est clairement de se dire, voilà, est-ce que je viens travailler, je suis cas contact, pas cas contact, et comment je vais gérer ma présence sur site. Donc vous avez des notions sécuritaires. Donc là, clairement, au travers des outils digitaux, on vient mettre à disposition de vos collaborateurs des workflows qui permettent de dire, je vais être là, je ne vais pas être là, je vais venir travailler dans telle ou telle zone du bâtiment. Et puis justement, toute cette performance aujourd'hui informatique nous permet en direct de remonter des indicateurs aux collaborateurs en disant que telle zone est plus ou moins occupée.
Puis vous comprendrez assez facilement derrière. Alors on a un salon, on a aussi notre entité qui s'occupe de faire de la planification sous contrainte. On vient positionner aussi derrière tous ces outils qui permettent soit d'organiser vos bureaux plus ou moins en flex en disant flex office, mon collaborateur choisit la zone dans laquelle il veut venir travailler, soit à un moment donné, je me positionne moi de mon côté en disant je vais m'intéresser sur la façon dont je vais optimiser mes locaux. Alors soit effectivement, comme le disait Véronique, je vais faire des espaces d'échange ou des choses comme ça, soit à un moment donné, j'ai aussi je vais parler ROI, excusez-moi, mais mes locaux vont peut-être me coûter moins cher, je peux fermer un bâtiment, je peux le sous-louer, je peux faire des choses. Et derrière, on vient aussi au travers de ces outils permettre rapidement finalement de vous mettre à disposition et de mettre à disposition directement de vos collaborateurs l'outil qui permet de choisir le jour où il va venir travailler et l'endroit dans lequel il va venir travailler, tout en le guidant, en disant attention, cette place, cet endroit est plein, et finalement tu vas pouvoir aller dans un autre. Donc ça, voilà, c'est un petit peu les sujets d'exemple qu'on a travaillé là-dessus. Merci Jacques-Olivier. Pour le dernier thème de cette conférence, c'était un élément moi, qui me tenait à cœur parce que je trouve qu'il était en lien direct avec l'actualité. C'est les conséquences de la relation collaborateur par rapport au Covid. Et la première personne qui va prendre le sujet, c'est Béatrice. Ouais, alors j'ai trouvé que la période Covid était effectivement un peu anxiogène, mais sur la partie RH, j'ai trouvé que ça a été virtueux. Nous, on a vu, alors déjà au début, des DRH qui se sentaient un peu seuls, un peu mis en lumière pendant la crise sanitaire. Mais l'avantage, c'est que ça a mis en exergue en fait toutes les défaillances de l'organisation RH dans les entreprises. Alors sur des échelles différentes, bien sûr, selon la maturité des entreprises. Mais on a vu déjà, est-ce que ma solution de paye et mon SIRH est capable de m'accompagner sur des nouveaux principes réglementaires en temps réel ? On a vu que le gouvernement a été assez créatif sur les nouvelles réglementations pour accompagner en fait la crise Covid. Est-ce que mon système RH est capable de le prendre en compte ? Est-ce que je suis en SaaS ou en mode licence ? Parce que ça change aussi la capacité que l'éditeur a de vous accompagner sur la mise à jour de votre système RH. Donc toute la partie réglementaire sur les arrêts de travail et autres, est-ce que je suis capable d'identifier quelle population va être en arrêt de travail ? Quelle population va être à temps plein. Donc toute cette partie de négociation avec les représentants syndicaux aussi ou les représentants du personnel. Et puis la mise en disposition dans le système d'information de tout ce qui est accompagnement des collaborateurs. Il y a eu le manque d'équipements sur certaines populations. Comment je peux mettre à disposition des équipements ? À qui ? Comment je gère en fait l'accompagnement sur la partie communication, le lien social, la gestion de la crise et tous les systèmes de communication et de collaboration qui ont été un peu défaillants au début dans les organisations. Et puis derrière, on s'est rendu compte qu'effectivement, toutes les entreprises qui n'étaient pas digitalisées sur certains processus métiers se sont vite retrouvées un peu dans la difficulté, que ce soit sur la gestion de la paye, que ce soit sur le collaboratif, que ce soit sur la communication, que ce soit sur la gestion des temps et autres. Et donc, du coup, en fait, on voit bien que la digitalisation est un accélérateur, en fait, qui vient dans les organisations pour maximiser la productivité des entreprises et de la fonction RH. Et c'est vrai que la crise Covid, pour ça, elle a bien montré qu'il fallait revoir certains processus RH, qu'il fallait revoir certains outils et qu'effectivement, on a parlé de la digital workplace, on a parlé de la digitalisation, mais c'est avant tout un moyen qui permet en fait à l'entreprise d'exister, quelle que soit la localisation des collaborateurs, quelle que soit la situation et quelle que soit l'évolution de l'entreprise. Et en fait, c'est vrai que même des processus qui, pour nous paraissaient anodins, comme la dématérialisation du bulletin de paye, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'entreprises qui n'étaient pas encore dématérialisées sur des processus entre guillemets basiques. Et dans une crise sanitaire où tout le monde est en télétravail, la gestion du bulletin de paye, c'est un vrai sujet. Donc voilà, donc on voit tous ces sujets qui se sont accélérés avec la crise du Covid. Donc ça, pour moi, ça a été, je trouve, virtueux parce que ça a mis en lumière deux fonctions, la fonction RH et la fonction finance, qui étaient un peu pour moi sur la cible mid-market ou entreprises de taille intermédiaire, les parents pauvres des organisations, sur la digitalisation, sur la mise en lumière dans les COMEX, sur la mise en lumière sur les indicateurs de la performance RH et autres.
Et en fait, la crise Covid a permis d'accélérer cette transformation de la fonction RH et du coup de donner un siège de plus en plus présent au DRH dans les COMEX. Et du coup, si tu peux passer à la slide d'après. Ah bah c'est bon. J'en ai pas d'autres. Il y en avait une autre, c'est pas grave. Du coup, je l'ai résumé dans le principe. C'est le principe réglementaire, comment je m'adapte en temps réel. C'est le digital workplace, comment je déporte l'entreprise, quelle que soit la localisation des collaborateurs. Comment je gère la présence, effectivement, qui est là, qui n'est pas là, qui est sur quel site. Comment je gère la digitalisation des processus métiers un peu répétitifs et fastidieux. Et puis, comment je mesure et je pilote tout ça et que je présente en fait en comité exécutif la résultante en fait de tout ce qui est fait par la fonction RH, les forces et les faiblesses de l'organisation sur le pan de la gestion du capital humain. Voilà. Merci Béatrice. Du coup, je vais donner la parole au dernier intervenant de ce thème, Geoffroy. Oui, alors là, vous m'entendez encore? C'est bon, ok. Je me suis dit que j'allais enlever ma casquette d'éditeur, plutôt faire une sorte de témoignage sur comment on l'a vécu en tant qu'entreprise et en tant que collaborateur. Et je peux d'autant plus le faire de façon, j'espère, neutre, que je suis délégué du personnel. Donc je veux aussi avoir ce regard-là de, entre guillemets, représentant des salariés. Ça a secoué pour tout le monde, je pense, hein, clairement. Même si Cornerstone, là-dessus, a été vraiment bien préparé, parce que 2 semaines avant le confinement français, notre PDG de l'époque, puisque maintenant il a passé la main, il est chairman of the board, il a demandé à tous les collaborateurs dans le monde entier de travailler à distance. Donc en fait, on a commencé à travailler à distance 2 semaines avant le confinement français, et aujourd'hui on est toujours à distance. C'est aussi pour ça qu'on a eu une discussion pour savoir est-ce qu'on a un stand ici ou pas, qu'on avait payé, hein, on avait tout payé. Mais on a discuté, et de façon assez consensuelle, aussi bien côté délégation du personnel que direction commerciale, marketing, etc. On s'est dit, bon ben non, finalement non. On perd l'argent, tant pis, on ne veut pas faire courir de risques aux salariés. Même si on savait que vous seriez là, qu'il y aurait des visiteurs, etc. On s'est dit, bon ben voilà, on est invité à des tables rondes, on a eu une présentation ce matin, mais on ne va pas demander aux gens d'être 2 jours d'affilée présents sur le stand. Voilà, donc c'est un peu ce type de discussion qu'on a eu. Et en plus de ça, on a eu quelque chose que je pense qui a été assez unique, c'est qu'on a fait une acquisition assez importante. C'est-à-dire qu'on est passé de 2000 à 3000 salariés. Tout ça en confinement, tout ça à distance. Vous avez peut-être vu dans l'actualité, hein, on avait annoncé fin février qu'on rachetait notre concurrent Saba. Ça a été validé par les autorités américaines fin avril. Et donc, en gros, la période du mois de mai, ça s'est fait en quelques semaines. Ça a été l'intégration des nouveaux salariés, la constitution des nouvelles équipes, leur intégration, pendant qu'eux-mêmes étaient chez eux, évidemment, hein, parce qu'il y a le confinement, il y a toujours le confinement aux États-Unis. Voilà, tout ça s'est fait de cette façon-là. Et en plus de ça, tous les ans, notamment en juin à San Diego et en octobre-novembre à Londres, on a notre gros événement client qui est très important. On a 1500 à 2000 personnes. Et cette année, digital, hein, donc c'était la semaine dernière. D'ailleurs, c'est toujours accessible en ligne. Vous pouvez aller sur cornerstoneconvergence.com et vous avez tout un tas de vidéos, de témoignages clients, de choses comme ça. C'est super intéressant. Mais il a fallu organiser ça complètement à distance aussi. Travailler avec les clients, travailler avec les intervenants, et utiliser une nouvelle plateforme, essayer de rendre l'événement digital intéressant malgré l'absence de contact. Donc comment on maintient le lien, comment on essaie d'être à l'écoute des clients dans des périodes compliquées comme ça, comment on s'adresse aussi aux clients de Saba, l'entreprise qu'on a acquise, comment on explique la stratégie avec un nouveau dirigeant, notre nouveau PDG qui est l'ancien PDG de Saba, etc. Donc tout ça s'est fait. Le rachat, le Covid, toutes ces décisions, tout ça s'est fait complètement à distance. Et aujourd'hui, comme je disais, on travaille toujours à distance. C'est-à-dire que demain, je vais au bureau, j'ai dû faire une demande spéciale à la RH. C'est la 2e fois depuis début mars, fin février que je vais au bureau seulement, etc. Donc vous voyez une vision très prudente, on va dire, des ressources humaines.
Je ne dis pas que ce soit forcément la meilleure, hein, c'est juste le choix qu'on a fait nous. Mais je pense que les leçons que j'ai à en tirer, c'est premièrement cet aspect consensuel. Et ça, je pense que c'est vraiment important. Et bon, en tant qu'éditeur, c'est toujours étonnant quand je parle de discuter avec les partenaires sociaux, mais comme je suis délégué du personnel, je peux le dire. Je pense que les partenaires sociaux, quelle que soit leur forme, délégués du personnel, syndicats, etc., ont un mot à dire dans non seulement ces problématiques-là, bien sûr, mais au-delà, dans même les sujets qui nous intéressent sur un salon comme Solutions RH, à savoir la digitalisation. Quand ils sont dans le bateau, bah, ça marche mieux. Hein, là, on a des bonnes pratiques à prendre de nos voisins allemands, avec qui je travaille pas mal aussi, où bah, les délégués du personnel ou l'équivalent allemand, le Betriebsrat, a en fait un droit de veto. Donc, on est obligé de les convaincre. Mais ça marche bien, du coup. Il y a un peu de temps au début pour effectivement les convaincre, mais une fois qu'ils sont partants, bah, ils sont partants et ça marche bien. L'autre élément, c'est l'aspect humain. L'aspect humain, l'aspect relationnel, même à distance, même en digital. C'est important et ça marche. C'est pour ça que j'ai mis cette copie d'écran là. Cornerstone Cares, c'est accessible sur la page d'accueil de notre site internet. En fait, on a une fondation, hein, Cornerstone, et on est parti de l'expérience de notre fondation pour créer ce site gratuit où on partage des contenus. On a partagé, je crois que c'était disponible en avril, des contenus sur le Covid déjà, sur tout ce qui est gestion du stress et gestion du travail à distance. Donc de façon accessible à tous, on a eu plus de 100 000 personnes qui ont suivi ces cours en ligne de façon gratuite. Pour info, parce qu'évidemment on est en France, mais la version américaine a aussi des contenus additionnels, notamment sur diversité et inclusion, notamment vu tout ce qui s'est passé aux États-Unis. Donc on essaye aussi d'avoir cet aspect humain, partie prenante en fait de ce qui se passe dans notre environnement sociétal. Et ça, je pense que c'est un rôle qui est important pour les entreprises aussi. Donc au-delà de nos missions, au-delà du travail RH, il y a cette question effectivement sur on va appeler ça la shared value. Il y avait un article il y a une dizaine d'années dans la Harvard Business Review sur ce thème-là. La valeur ajoutée de l'entreprise va au-delà de l'aspect shareholder value. C'est plus cet aspect de shared value, donc comment j'impacte mon environnement physique, géographique, l'environnement des collaborateurs, de leur famille, des fournisseurs, des clients, etc., de façon positive. Et sur le long terme, il a été largement prouvé que ça avait de la valeur financière pour l'entreprise aussi. Merci Geoffroy. Merci à tous d'avoir intervenu dans cette conférence. Pour dire un mot en conclusion, avant de laisser la place à d'éventuelles questions, je crois qu'on a essayé de prouver durant ces interventions l'importance de la relation collaborateur, le fait que depuis quelques années, c'était une tendance de fond qui augmentait et qui était un petit peu imposée à l'entreprise par les nouvelles exigences du collaborateur, mais qu'aujourd'hui, suite à la pandémie de Covid-19, c'est une obligation. C'est quelque chose qui s'impose de plus en plus aux entreprises, qui n'est plus négociable. Et la relation collaborateur va servir de forme de colonne vertébrale à l'entreprise, va lui permettre de maintenir un lien entre les équipes, on l'a vu durant le Covid, et va lui permettre de facto de continuer son activité. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette conférence. Et si vous avez des questions, la parole est à vous. On a tous été très bons alors. Bon. Merci à vous alors.